Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous parler, parce que là, c'est vraiment l'actualité, puisque c'est demain que nous devons déposer nos appels d'offres, un peu de la manière dont on met en place des innovations, des évaluations de l'innovation, dans le cadre, entre autres, des différents appels d'offres que nous avons en France. Alors, en gros, si on parle de l'évaluation de l'innovation dans le domaine de la santé, hein, qui est le mien, en gros, pour reprendre ce qu'a dit Lise, effectivement, tous les appels d'offres auxquels nous sommes amenés à répondre, quel qu'en soit l'objet, le commanditaire, etc., dès qu'il s'agit d'une application clinique, vont se baser un petit peu sur les principes de la recherche biomédicale qui sont d'avoir une démonstration de causalité entre une intervention et un résultat observé chez les patients ou sur la population. Et donc, ça c'est vraiment le point un peu clé qui fait que nous avons à trouver des méthodes innovantes, comme l'a expliqué Lise, et que je vais vous montrer des exemples lorsque la randomisation individuelle simple, donc issue typiquement de la recherche sur le médicament, n'est pas possible pour les sujets que nous souhaitons étudier. Ensuite, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a énormément d'appels d'offres disponibles sur l'innovation. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne sommes pas démunis lorsqu'il s'agit de trouver des appels d'offres qui vont permettre d'innover différentes stratégies, différents dispositifs, différents diagnostics, différents modes de prise en charge. La question est justement d'arriver à savoir exactement qui fait quoi et à quel moment. Et vous allez voir que la DGOS a mis un éventail extrêmement large, alors pas seulement la DGOS, il y a l'ANR aussi, extrêmement large d'outils qui sont à trier à la fois par leur objet et par celui qui va être le porteur du projet. Et c'est en cela que finalement, on se rapproche un tout petit peu de ce qu'on a vu sur les appels d'offres européens, où moi, la manière dont j'ai à peu près compris comment ça marchait, c'est qu'on vous expliquait qu'il y a dans un restaurant, vous avez toutes sortes de plats différents, et pour chacun de ces plats, vous avez un instrument qui convient, donc que ce soit une cuillère, des baguettes, une fourchette, etc. Et que, effectivement, les gens qui répondent à peu près correctement aux appels à projets ont bien compris quel était l'outil qui allait avec chaque plat. Donc ça marche un petit peu comme ça aussi chez nous. Donc voilà la dernière circulaire de la GOS qui correspond à l'appel d'offres à remettre demain soir. Et j'ai entouré en orange, finalement, tous les projets sur lesquels on peut envisager une évaluation médico-économique. Alors, j'ai exclu, vous voyez, le sens national, où là, franchement, c'est très, très, très précoce hein, pour regarder. En revanche, dès qu'on arrive vers le PHRC, bon, PRM bien entendu, mais aussi les PREPS, les PHRIP, donc tous ces appels d'offres-là, tous ces projets-là peuvent faire l'objet d'une évaluation médico-économique. Et finalement, notre problème est de savoir à peu près comment nous adapter au schéma d'études, comment proposer quelque chose qui réponde finalement à la liste de EPIS, hein, de Lise, qui soit pertinent, efficient, etc. Donc voilà, ça c'est le paysage aujourd'hui de l'évaluation pour la DGOS, mais il y a également d'autres appels à projets. Et c'est là où moi je retrouve vraiment mon analogie avec quel est le bon instrument pour chaque plat. Donc nous avons les référentiels hors nomenclature, hein, des actes hors nomenclature, avec là une petite difficulté, parce qu'il y a ceux qui sont déjà inscrits, qui ont déjà une cotation en euros, mais pour lesquels il faut dans les 5 ans produire une évaluation médico-économique comparative. Et c'est là où, pour un certain nombre de responsables de laboratoire, on ne peut vraiment pas envisager de faire un essai randomisé, parce que ce sont des techniques qui sont utilisées depuis longtemps, qui ont déjà largement remplacé ce qui existait avant, et donc il faut trouver des méthodes un petit peu innovantes pour répondre au cahier des charges de la DGOS. Et puis il y a les actes innovants, complètement innovants, pour lesquels là il y a un dossier assez important à déposer, et là le porteur de projet va être l'établissement de santé, le plus souvent. Et puis pour les RHU, là c'est l'appel d'offres ANR, et puis des appels d'offres ciblés, et puis le fameux forfait innovation, où là le porteur est un industriel. Donc vous avez vraiment tout cet éventail d'appels d'offres. Je pense qu'il est assez important que tout le monde les connaisse,
et que tout le monde ait à peu près les cases avec qui est le porteur, de quoi s'agit-il, à quel moment on dépose, qui dépose et à qui demande-t-on l'argent pour faire l'évaluation. Parce que par exemple, si je reprends le cas de la toute première ligne, les RIHN qui sont déjà inscrits, là, l'appel d'offres va concerner la rémunération de l'acte, mais pas la rémunération de l'évaluation, donc il faut répondre à un autre appel d'offres pour avoir un budget pour faire l'évaluation de cet acte. Donc on est dans une situation qui est quand même un paysage qui est très complet, mais un petit peu complexe quand même. Donc comment faire? Il y a le guide de la HAS pour l'évaluation médico-économique, ensuite, dans le cadre d'un essai sur un dispositif, un médicament, un diagnostic ou une intervention de santé publique, va se poser la question du schéma d'études, où là on retombe complètement dans le cadre recherche biomédicale, et qui est aussi le cadre que Lise évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on puisse être raisonnablement certain, enfin disons qu'il y ait une probabilité suffisamment élevée pour qu'on prenne la décision, que le résultat observé est bien la conséquence de l'intervention mise en place. Donc, les erreurs randomisées contrôlées, que évidemment tous les cliniciens préfèrent, n'est pas toujours possible, et donc on a assez souvent à faire des schémas d'études qui sont un peu innovants ou qui s'éloignent un petit peu de la randomisation individuelle. Alors, il y a 3 ans, il y avait eu un numéro d'un journal de santé publique annuel, qui est Annual Reviews of Public Health, qui avait montré toutes les alternatives au schéma de randomisation individuelle qui peuvent éventuellement être proposées lorsque ce schéma classique est irréalisable. Le problème, bien sûr, c'est qu'en fait, tous ces schémas d'études alternatifs sont en général beaucoup plus gourmands en données et en effectifs que le schéma simple de la randomisation, mais ça, c'est un inconvénient à avoir. Dans le cadre des dispositifs, des actes, etc., comme je disais, le schéma vraiment classique, randomisé, contrôlé, double aveugle, est exceptionnellement réalisable. Alors, ceux qui arrivent très, très bien, ce sont les cardiologues interventionnels avec les stents, parce que là on peut vraiment faire du double aveugle, mais je pense que c'est une exception remarquable et que assez peu de disciplines permettent ce genre de schéma. Donc dans ce cas-là, on est amené vraiment à s'éloigner de notre zone de confort pour trouver des modes différents d'évaluer une intervention. Et donc, dans le cas du dispositif, pour moi, je vous montrerai des exemples, c'est particulièrement compliqué, et je trouve qu'il est particulièrement compliqué, justement, de répondre à la question de la validité externe. C'est-à-dire qu'en général, sur les dispositifs, les gens qui rentrent dans les essais sont typiquement les gens les plus innovants, les plus compétents, les mieux formés. Ils vont avoir un dispositif qu'ils connaissent bien, une intervention qu'ils maîtrisent parfaitement, et les résultats que l'on va observer sur leurs patients sont peut-être difficilement transposables à l'ensemble de la population. Et ça, c'est un problème qui a été bien identifié. Donc, l'année dernière, il y a eu un grand article du New England sur les pragmatic trials, qui montrait bien à quel moment il faut essayer de mettre en place un essai pragmatique pour justement vérifier que ce qui a été montré dans un essai de type, là vraiment typiquement recherche biomédicale randomisée contrôlée, va également être observable en situation pragmatique réelle. Et c'est moins vrai pour les médicaments, sans doute, mais pour les dispositifs et pour toutes les démarches diagnostiques, je pense que pour nous, c'est vraiment quelque chose à quoi il faudrait être assez vigilant. Les difficultés dans les schémas d'études, en fait, c'est que très souvent, on a du mal à trouver pour des interventions sur des actes ou sur des politiques publiques ou sur des interventions comme celle dont parlait Lise, de lifestyle, de sport, nutrition, etc. On peut évidemment pas faire d'aveugle. On peut difficilement éviter que les gens qui rentrent dans l'essai soient les plus motivés, les plus intéressés par le sujet. Et donc, il y a toutes sortes de biais qu'il faut essayer, à mon avis, d'éviter, c'est compliqué, mais effectivement de contrôler. Alors, pour trouver des groupes contrôle aussi, donc nous, ce qui nous est arrivé assez souvent, je vous montrerai des exemples, c'est que les promoteurs, les investigateurs pour une intervention ne trouvent pas un groupe contrôle, ou bien
Pour ça, en général, on essaie de l'empêcher au début. Ce qui se passe, ce qui nous est arrivé, bon, je ne vous montrerai pas les données, mais c'est que le groupe contrôle n'a pas du tout inclus. C'est-à-dire ceux qui étaient dans le groupe contrôle étaient totalement démobilisés. Et là, je vous montrerai un schéma d'étude qui permet d'éviter ça dans une certaine mesure. Et donc, pouf, personne dans le groupe contrôle. Donc, dans ce cas-là, il faut bien essayer d'en trouver un. Et donc, on va gratter les différentes bases de données à notre disposition. Éventuellement, il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que sous certaines conditions, il est possible d'avoir accès aux données d'essais anciens qui sont mises sur les plateformes, hein, donc en open access. Donc ça peut éventuellement, dans certains cas, vous aider à avoir un groupe contrôle. Et puis, bien sûr, utiliser des données soit de registre, soit de cohorte. Puis maintenant, à l'abri d'entrepôt des données de santé, qui peut nous fournir un groupe contrôle lorsque celui-ci a misérablement disparu au cours de l'intervention. Donc, des schémas alternatifs, donc je vous donnais la référence, sont des schémas qui ont été vraiment développés pour aider les situations, soit où personne ne voulait faire une randomisation individuelle, c'était impossible, etc., soit politiquement, hein, parce que je vous disais, lorsque vous êtes convaincu que vous n'arriverez jamais à mobiliser quelqu'un pour être dans le groupe contrôle toute la durée de l'étude. Lorsqu'on pense que l'intervention est vraiment bénéfique, et donc personne ne va attendre les bras croisés que ça se passe et que l'essai soit fini. Donc dans ces cas-là, il y a des schémas alternatifs. Alors vous allez voir, enfin, c'est gourmand en données, c'est compliqué à mettre en place, mais ça peut en effet être intéressant. Et puis, donc il y a aussi un type de schéma qui est assez intéressant pour les essais où on a vraiment peur de ne pas arriver à randomiser parce que les personnes peuvent avoir des préférences très fortes pour une intervention ou l'autre. Et typiquement, il y a une étude qui regardait dans les malformations de la colonne vertébrale très très sévères la chirurgie versus le traitement orthopédique. Et là, l'étude qui a été publiée dans le New England, la randomisation était vraiment compliquée parce que les gens avaient une préférence soit pour l'un soit pour l'autre, et lorsqu'ils avaient été tirés dans l'autre groupe, ils sortaient de l'étude. Et donc, ce qu'ont fait les investigateurs, c'est quelque chose qui s'appelle une cohorte de préférence, enfin un essai de préférence. C'est-à-dire qu'ils ont fait en fait, il y avait trois groupes, quoi. Il y avait les gens qui acceptaient la randomisation, donc cela était en effet randomisé, et puis ceux qui acceptaient qu'on recueille leurs données, de rentrer dans une étude, mais qui n'acceptaient pas l'essai, et qui voulaient soit le traitement A, soit le traitement B. Donc, hop, cela était inclus aussi, mais ils avaient le traitement choix. Et après, il y a eu deux analyses, une analyse des seuls patients randomisés et une analyse des patients randomisés, plus de ceux qui étaient chacun dans son groupe avec sa préférence. Là encore, ce n'est pas idéal, mais ça a quand même permis d'avoir un résultat, de faire une publication, etc. Donc ça sont les essais qu'on appelle de préférence. Alors voilà des schémas alternatifs. Ça, c'est un peu le degré zéro, là il faut avoir beaucoup de statisticiens très doués pour analyser ça, mais c'est ce qu'ils appellent le multiple baseline. Donc ce sont par exemple 3 régions qui vont bénéficier d'une intervention, mais chacun veut le faire quand il veut. Donc vous ne pouvez pas randomiser ce que vous verrez dans un autre schéma, l'ordre dans lequel les groupes, que ce soit des régions, des hôpitaux, etc., vont s'équiper de quelque chose ou vont adopter une intervention. Donc là, vous voyez qu'on fait des séries chronologiques et on regarde à quel moment l'intervention a eu lieu, et ensuite on va bien sûr mesurer la rupture de pente et la rupture de position. Mais ça, il ne faut pas s'imaginer, donc ça peut se faire par exemple, les 4 là sont 4 hôpitaux, hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut faire avec un point avant, un point après. Vous voyez qu'il y a énormément de points sur mon petit dessin, et en effet c'est très 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 gourmand et en données, et cela suppose que les établissements ou les groupes, quels qu'ils soient, aient bien compris qu'il fallait commencer à recueillir les données avant de commencer à mettre en place l'intervention, et pas seulement après. Donc ça c'est quand même assez contraignant. C'est moins contraignant en termes d'essais, on commence telle date, on randomise, etc. Mais c'est très contraignant en termes de recueil de données. Donc voilà un autre qui s'appelle Step Wedge en anglais. Ça s'appelle randomisation grappe avec prise en compte du temps en français. C'est plus long. Et là, donc, vous avez un certain nombre de groupes, de grappes,
et vous allez randomiser l'ordre dans lequel ils vont adopter l'intervention. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf qu'il y a de l'aléatoire dans à quel moment je rentre dans le groupe intervention, et vous le randomisez. Alors là aussi, il faut que les gens soient d'accord, hein, parce que c'est souvent assez... Mais c'est souvent compliqué de les convaincre. Mais l'avantage, là, c'est que personne ne reste toute la vie de l'essai dans le groupe contrôle, comme dans le cas précédent. C'est-à-dire que c'est bien politique pour les situations où vous vous dites jamais personne n'acceptera de ne rien avoir d'innovant pendant l'étude, on est sûr qu'il ne faut pas inclure, etc. Là, au moins, tout le monde a, à un moment donné, accès à l'innovation. Et en termes de conviction, c'est souvent assez adroit. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'études que nous avons faites dans l'unité, là, à partir justement d'autres choses que des médicaments, et avec des schémas d'études qui étaient parfois de la randomisation, parfois pas de randomisation, parce qu'on n'y arrivait pas. Et puis avec les résultats qui sont parfois un peu inattendus, et pour les investigateurs un peu décevants. Et donc c'est là où finalement, quand on fait les études économiques, pour nous, il y a moins de problèmes du petit p inférieur à 0,05. Parce qu'en réalité, moi je pense, mais là Lise, c'est beaucoup plus long que moi, que finalement que ne pas prendre une décision, c'est garder la situation de référence, parce que le petit p n'est pas inférieur à 0,05, en termes d'argent dépensé, c'est pas du tout différent de prendre la décision de dépenser l'argent, parce que c'est toujours le même impôt. Et donc, ce qui est intéressant dans une évaluation économique, c'est lorsqu'on regarde la liste d'incertitude, et qu'on regarde quelle est la probabilité que l'innovation soit meilleure, plus efficace que la référence, et qu'elle soit plus chère ou moins chère que la référence, et raisonner sur cette probabilité-là, plutôt que sur le petit p égal à 0,05. Mais là, nous avons des discussions un peu âpres avec les cliniciens qui, eux, sont vraiment tenus par tout le monde, par les éditeurs de journaux, etc., à leur petit p à 0,05, et donc ne comprennent pas parfois que notre partie de la discussion, l'interprétation du résultat économique, s'éloigne un peu du petit p 0,05. Donc ça c'est vivant, quoi. Donc ça, c'est une histoire assez intéressante parce qu'il s'agit du dépistage au moment de l'accouchement du streptocoque B, donc, qui est un agent infectieux qui peut entraîner chez le bébé, chez le nouveau-né, des infections gravissimes comme des méningites. Et donc la stratégie de référence est un dépistage à quelques semaines de l'accouchement, mais le problème est que toutes les femmes ne le font pas, et que parfois ce qui était négatif quelques semaines avant l'accouchement devienne positif à l'accouchement, et vice-versa, ce qui est moins grave. Et donc là, c'est la maternité à Saint-Joseph qui a mis en place depuis assez longtemps un dépistage en salle de naissance immédiat. Et donc là, en salle de naissance, il était absolument inenvisageable de randomiser, bien entendu. Hein. Et puis surtout que là, vraiment, la maternité était extrêmement convaincue de l'utilité du dépistage en salle de naissance. Donc, l'idée qu'on allait randomiser, qu'une femme sur deux l'aurait et pas l'autre, ils n'étaient vraiment pas partants. Donc on a fait le niveau 0 de la comparaison, mais ça marche. Ça marche parce qu'ils ont des nombres de bébés phénoménaux. Donc on n'est pas un cas dans chaque bras. Donc on est à peu près sûr. Et puis là, c'était à une année d'intervalle que les pratiques, les autres, n'ont pas tant changé. C'est vrai que l'épidémiologie du strepto B n'a pas non plus tellement changé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a regardé, donc vous voyez, il y a à chaque fois plus de 2000 bébés. Donc on a regardé les infections, et donc là, vraiment en termes d'infection, donc c'est une étude avant-après, hein, avant-après, sans groupe contrôle, vraiment le degré 0. Mais je vous dis, quand il y a assez d'effectifs, on peut quand même s'en sortir. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en effet, le dépistage en perpartum a permis d'identifier. Donc là, il y avait, je vous ai pas fait il y avait un flowchart très complet dans l'article, hein, mais là, qui aurait été illisible. En gros, on a identifié une dizaine de femmes chez qui, 13 femmes, chez qui le résultat de la culture avant était négatif et qui s'était positivé entre la culture et l'accouchement. Et donc ces femmes ont bénéficié d'une antibiothérapie, comme toutes celles qui avaient un résultat positif. Et donc il y a eu moins d'infections néonatales,
Et comme vous voyez, le coût de la PCR, qui est 10 fois plus que celui de la culture, était en fait compensé par le coût par les infections néonatales qui étaient évitées dans ce cas-là. Donc ça, c'est une étude de coût archivanale. On a utilisé des PMSI et des GHS. Ce qui est plus amusant, c'est ça. Donc là, c'est la liste d'incertitude. Donc ce petit nuage de points représente en fait l'intervalle de confiance comme un boxplot pour une étude plus simple. Et on regarde le nombre de points dans chaque cadran qui donne la probabilité que l'on soit plus efficace et moins cher. Et donc ce que vous voyez, c'est que pratiquement tous les points sont sur la droite du plan, ce qui veut dire que la probabilité que la PCR en temps réel, en pair par tome, marche mieux pour dépister des infections et éviter des infections, qui est un critère d'efficacité, est très forte. Et puis vous voyez que le petit nuage est absolument à cheval sur l'axe horizontal, c'est-à-dire qu'il est plus probable que ça coûte plus cher ou moins cher, et qu'en gros, d'une année sur l'autre, il est vraisemblable que l'hôpital sera à peu près au même niveau de dépenses, quelle que soit avec la stratégie de PCR par tome par rapport à la stratégie de référence. Donc ça, c'était un exemple aussi pour vous montrer le petit nuage. Alors, ça, c'est un autre exemple que j'ai retenu parce que nous sommes dans le Far West, dans ce que Lise appelle le Far West. Donc là, il s'agissait d'une comparaison pour les patients qui ont une douleur thoracique entre un examen non invasif, donc le Coroscan, et un examen invasif qui est le gold standard, qui est l'angiographie. Et donc ce que vous voyez, donc là c'était un essai, c'était une étude de validation d'une performance diagnostique, donc tous les patients ont eu les deux examens. Donc on a modélisé à partir des discordances, concordance-discordance entre les résultats du Coroscan et de l'angiographie. Donc ce que vous voyez, c'est que le Coroscan 1 est moins cher et moins non invasif, et puis ça irradie un peu moins, et puis voilà. Et donc ce que vous voyez, c'est que pour dépister un risque cardiaque, il est un petit peu moins efficace, mais il est beaucoup moins cher que l'angiographie. Et donc là, c'est le Far West, c'est ça. Et vous voyez sur le petit nuage de points qu'on est bien dans le cadran qui est en bas à gauche, avec une réduction d'efficacité, mais il s'agit de patients ayant un risque cardiaque minime de toute façon, et une réduction de coût assez importante. Donc, on n'est pas encore à l'adoption universelle du Coroscan pour remplacer l'angiographie dans cette population de patients. Et c'est effectivement le problème de la conviction que peut porter ce genre de résultat. Ça, c'est une autre étude assez rigolote parce que, en fait, c'est pour vous montrer la différence entre court terme et disons un tout petit peu plus long terme. C'est une étude sur de ligature pour la chirurgie anorectale. Et en fait, le résultat immédiat, donc à 30 jours, montrait que c'était c'est le graphique qui est sur la gauche, montrait que c'était plutôt plus efficace que la référence, mais lorsqu'on regardait à 3 mois, ça repartait de l'autre côté. Donc là, les chirurgiens sont assez désespérés par ce résultat-là, mais ils sont contents quand même parce qu'on l'a publié, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puis je pense vraiment qu'il faut publier les résultats. Mais ça vous montre aussi que sur du dispositif, il faut éventuellement se méfier des résultats, enfin la différence résultats précoces et résultats un peu plus tardifs. Donc ça, c'était juste. Et ça, c'est un modèle. Alors ça, c'est un modèle qui vient de sortir sur le dépistage en population du cancer hépatocellulaire chez les cirrhotiques. Et donc là, essai randomisé impossible, c'est-à-dire que vous n'allez pas randomiser les gens avec un bon suivi et un suivi de mauvaise qualité. En revanche, il y a la vie réelle et il y a des cohortes. Donc en fait, en France, il y a une cohorte de patients qui s'appelle Servir, où les patients sont suivis tous les 6 mois. Donc on a la certitude du diagnostic de cirrhose et ils sont suivis tous les 6 mois, selon les recommandations françaises et internationales. Et puis, il y a une cohorte
donc c'est pas une cohorte de patients mal suivis, parce que s'ils étaient dans une cohorte, forcément ils seraient bien suivis. Il y a une cohorte de patients qui sont diagnostiqués au stade cancer hépatocellulaire, carcinome hépatocellulaire, dont on a reconstitué l'histoire. Et donc ça donne un petit peu une idée de ce qu'a été leur suivi jusqu'au moment où ils ont eu le carcinome. Bon, le biais évident, c'est qu'on n'a jamais des patients qui sont mal suivis et qui n'ont jamais de cancer. Donc ceux-là, effectivement, ils disparaissent de nos radars, de nos modèles à tout jamais. Mais au moins, on a une idée de l'évolution de la maladie pour les patients qui sont suivis de manière un peu erratique. Et donc c'est à partir de là qu'on a fait un modèle qui disait quelle est la probabilité quand même d'avoir un diagnostic précoce et c'est pour ça que je vous montre la diapo qui est avec tous les petits nuages en couleur, et d'avoir un traitement curatif en première intention pour ce carcinome hépatocellulaire. Et donc en fait il y a un code couleur, les rouges c'est les Français, les bleus c'est les Américains, parce que nous avons été obligés par les éditeurs du journal de refaire les calculs avec les coûts américains. Donc regardez plutôt les rouges, mais bon. Et ce que vous voyez, c'est que selon le traitement, en fait les petits nuages représentent des traitements curatifs initiaux, qui peuvent être soit la radiofréquence, ou une méthode d'ablation, soit la résection chirurgicale, soit la transplantation hépatique. Et donc ça, c'était juste pour vous montrer que lorsqu'on fait une étude de dépistage, là c'était vraiment dépistage du CHC, il ne faut pas s'arrêter à combien j'ai dépisté de cancer, parce qu'en fait, il faut raconter seulement une partie de l'histoire. Et ce qui est intéressant, mais pas trop facile à modéliser, c'est de savoir ce qui se passe ensuite. Et ce que vous voyez, donc ça c'était le triomphe des radiologues interventionnels, c'est que dans tous les pays, enfin la France et les États-Unis, si le traitement de première intention est un traitement peu cher, qui est l'ablation par percutanée, donc radiofréquence ou autre, c'est beaucoup plus intéressant que si vous, en termes de différence de coût, que si vous allez à la transplantation. Ce que ces petits nuages vous racontent aussi, c'est que vous pouvez, en les regardant, voir sur quelle variable porte l'incertitude. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus longs que hauts, ce qui veut dire qu'on a une beaucoup plus grande incertitude sur le résultat médical que sur la différence de coût. Ce qui n'est pas tout à fait absurde, puisqu'on avait quand même pas mal encadré les estimations de coût. Sauf pour le petit nuage tout en haut, là, qui part en flèche, ça c'est la transplantation aux États-Unis. Mais donc pour les Français, c'est moins un problème. Là, le moment où on a échangé avec les cliniciens français a été très dur pour eux sur les coûts américains, parce qu'ils se sont rendus compte que leurs collègues étaient payés 10 fois plus qu'eux. En gros, tout est 10 fois plus cher aux États-Unis, comme vous le voyez ici. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail, moi j'aurais aussi un peu un plaidoyer vis-à-vis justement de nos autorités et de ceux qui sont en charge de réfléchir sur la politique de la recherche. Donc les Anglais ont pas mal travaillé et pas mal publié sur ce sujet-là, c'est-à-dire quels sont les domaines dans lesquels il est important d'investir et sur quels critères doit-on retenir finalement des projets de recherche. Et nous avons, donc j'ai la chance d'être au jury du PHRC national, et nous avons un président extrêmement tonique et pertinent, et qui fait souvent la remarque que pour certains projets, même s'ils sont de bons projets scientifiquement, le financement paraît être non prioritaire, tout simplement parce qu'il s'agit de technologies tellement évidentes que, quel que soit le résultat de l'évaluation, de toute façon, on adoptera. C'est le téléphone portable, enfin c'est l'équivalent du téléphone portable. Et ça, pour moi, c'est une réflexion qui serait peut-être à, disons, promouvoir aussi en France sur les critères à la fois dans les réponses dans les cahiers des charges des appels d'offres et dans la sélection des projets, c'est-à-dire essayer de voir quels sont les domaines dans lesquels la valeur ajoutée d'une évaluation sera la plus grande, et d'une évaluation médico-économique. Donc les Anglais ont fait un peu ça. Et donc, moi je pense qu'il y a vraiment tout cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on fait un travail, on fait un rapport, on fait une publication, mais je pense que maintenant, justement, grâce entre autres à toutes les actions qui ont été menées par la HAS avec Lise, on est au stade où on peut quand même commencer à vraiment réfléchir sur la valeur ajoutée d'une évaluation et quels sont les domaines dans lesquels cette valeur ajoutée sera la plus grande. Donc c'est un peu
ce que la DGOS appelle la recherche sur la recherche, hein, savoir où mettre l'argent de la recherche pour qu'il soit de la plus grande aide possible à la décision publique. D'où, et je reboucle, éventuellement aller regarder le Far West où il y a peut-être quelques gisements de filons d'or, hein, de mines d'or, à essayer de déterrer. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'on va t'entendre. Non, alors pour le coup, c'est une question. Alors, je suis désolé Isabelle, je vais rebondir sur un commentaire que tu as fait rapidement, alors que pour là c'était absolument passionnant. Tu mentionnais à un moment donné que le translationnel en fait te semble devoir être. Alors je suis désolé, j'ai pris la précaution de dire que je rebondis sur un commentaire que tu as fait rapidement. Le translationnel serait exclu en fait des domaines dans lesquels l'évaluation médico-économique serait importante. Alors je comprends bien les enjeux, hein, parce qu'effectivement on est dans un domaine où les niveaux de preuve sur l'efficacité clinique sont plutôt faibles, ou alors en tout cas on a une très forte incertitude sur le fait que même la technologie soit efficace. Mais une question qui se pose, c'est est-ce qu'on en viendrait à exclure des pans entiers en fait, de la recherche biomédicale, de l'évaluation économique, comme par exemple, je pensais, il y a eu un colloque récemment à la Fondation de la recherche médicale sur la chimie médicale. Et en fait, tous les exemples de technologies qui étaient mentionnés, on était typiquement dans une situation où en fait, la recherche translationnelle, ça leur paraissait déjà très avancé dans le processus de développement, pendant que, effectivement, du point de vue de l'économiste, ça paraissait très très précoce, et donc pas vraiment un domaine d'intervention médico-économique. Et la question que je me posais un peu naïvement, c'était comment on concilie en fait donc ce raisonnement de l'économiste et de la santé avec le fait qu'on est quand même dans des champs dans lesquels on fait beaucoup d'hypothèses en fait sur les perspectives de valorisation de ces technologies. On prend des décisions d'investissement en particulier qui peuvent être importantes à promouvoir telle technologie par rapport à telle autre. Et du coup, voilà, c'est là où ma question n'est pas très. C'est juste une question ouverte en fait sur la manière dont on voit ça. Oui, mais tu as raison. En fait, on commence tout doucement là, avec Necker, justement à côté, là, sur la thérapie génique. Mais pour moi, c'est très très intéressant, mais je me rends compte à quel point justement je manque d'outils qui sont sûrement justement les outils que vous maîtrisez mieux à Spinomics sur les scénarios, l'incertitude. Parce que là, il y a 5 malades. Donc il y a 5 malades. Donc on va calculer, effectivement, estimer les coûts de la thérapie génique chez ces 5 malades. La partie la moins difficile, c'est d'estimer, c'est d'avoir les coûts des comparateurs, parce que là, il y en a un peu plus. Enfin, on reste quand même en 11 et quelques, tu vois. Donc, avec peu d'incertitude sur les comparateurs, puisque ce sont des prises en charge très protocolées, mais sur les 5 patients, je crois qu'il se pose un peu, pour moi, vraiment le problème de savoir comment on va essayer de quantifier l'incertitude, parce que les méthodes que je connais ne sont pas tellement adaptées. Comment est-ce que les décideurs publics reçoivent ça? Donc toutes les réunions sont faites avec la DGOS, mais je pense que souvent nous sommes tous un peu dans le même moule, recherche biomédicale, avec 5000 malades qui reçoivent jusqu'à ce moment versus etc. Et là, il y a encore plus besoin d'outils innovants, et dont même je ne connais pas l'existence. Mais je suis d'accord que c'est un beau sujet. Alors sur les modèles murins, là je suis hors zone là, pour moi. Tu vois, vraiment, voilà. Il y a beaucoup d'exemples de recherche translationnelle. Donc quand on commence sur l'homme, effectivement sur 5, je suis un peu mal à l'aise. Comment se passe l'évaluation sur les équipements lourds qui sont à un moment donné considérés comme innovants, mais avant la mise sur le marché, enfin avant qu'ils deviennent, soient mis sur le marché? Comment se passe l'évaluation après, une fois qu'ils ont été mis sur le marché? Alors je parle d'équipements lourds ou moins lourds, hein, ça pourrait être le robot chirurgical qui est plus une innovation parce que c'est quelque chose qui rentrait dans l'équipement. Ça pourrait être aussi en live, ça pourrait être des choses qui sont déjà. Comment ça se passe sur les équipements?
Alors, en fait, l'expérience que nous avons en ce moment sur les équipements, toujours ici, parce que Necker est visiblement un endroit très innovant, il y a le robot en chirurgie pédiatrique. Et là aussi, on est à chaque fois un petit peu sur l'évaluation, pour certains cas, d'un prototype. C'est-à-dire que le robot éventuellement se substitue à de la chirurgie ouverte ou à de la chirurgie célioscopique, mais dans certains cas, c'est tellement performant qu'il permet des interventions qui n'auraient jamais été faites autrement. Mais jamais, jamais. Et donc là, effectivement, il n'y a pas, pour des maladies en plus peu fréquentes, donc il n'y a pas de comparateur. C'est pour ça que je disais, moi je pense qu'on sort du modèle recherche biomédicale, il faut vraiment trouver des modèles qui sont plus autour de je lance une fusée sur la Lune et ça va me rapporter des retours sur la technologie, je sais pas quoi, des panneaux qu'on met sur les fusées. Enfin oui, on est vraiment, c'est pour ça que je me dis, voilà, je sors vraiment de ma compétence qui est plutôt quand même recherche clinique, et on voit bien, mais de plus en plus, hein, je vous dis, les deux exemples que j'ai à Necker sont la thérapie génique et ce robot chirurgical, qui permettent de faire des choses jamais explorées auparavant. Donc on est sur un autre je sais pas, paradigme, manière de penser que la statine A versus la statine B. Peut-être en complément de ce qui est dit, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le développement de ce qu'on appelle Hospital-Based HTA, donc l'évaluation des technologies de santé basées à l'hôpital, et qui de plus en plus, au niveau européen en tout cas, va porter justement sur la comparaison des innovations apportées par de nouvelles technologies. Donc, je pense qu'il y a quand même un gros développement au niveau européen d'une évaluation technologique qui n'est ni comme aujourd'hui au niveau national avec une agence à l'appui comme l'HAS, le NICE ou d'autres instances au niveau national, mais qui vraiment est basée à l'intérieur de l'hôpital, qui est déjà ce que tu fais, Isabelle. Et je pense qu'il y a vraiment le développement d'un groupe qui s'appelle HB, HTA, Hospital Based HTA. Pierre Cambon, Pierre qui ne parle pas. Si on reste sur le plan des maladies rares ou très très rares, que vous devez aborder avec la thérapie génique, il y a le bon problème de l'évaluation du coût des médicaments pour ces maladies très rares, parce qu'on oppose toujours le fait d'une recherche, etc., pour justifier le prix des médicaments, et on dit aussi qu'on peut faire une évaluation du coût gagné en termes d'amélioration de la qualité de vie, du non, je dirais, recours à un certain nombre de procédures qui seraient extrêmement chères s'il n'y avait pas eu la possibilité de traiter ces patients d'une autre manière que en utilisant ces thérapeutiques très rares, thérapies géniques, mais aussi il y a des médicaments et aussi des thérapies immunologiques particulières. Comment pouvez-vous évaluer le gain en termes, je dirais, de diminution de coût de quelqu'un qui a été traité efficacement par la thérapie génique par rapport à sa vie sans thérapie génique? Ça, c'est pas le pire. Hein. En fait, on a considéré que la thérapie génique se substituait à l'allogreffe pour les patients qui n'étaient pas éligibles à l'allogreffe et qui sinon auraient dû une allogreffe. Et donc, avec les données du PMSI chaîné, on a une assez bonne idée de ce qu'est, un, le coût d'une allogreffe, deux, le coût du suivi de l'allogreffe. Et donc, on met en comparaison le coût de la thérapie génique. Ce qui nous manque, c'est l'autre partie de l'équation pour la thérapie génique, c'est-à-dire qu'elle va être la survie. En revanche, on l'a pour pas mal de patients allogreffés. Enfin, on l'a pour les patients allogreffés. Donc, tout ça, enfin, j'avais beaucoup plus peur que vous me posiez une question sur les prix de prise le coût de prise en charge des maladies vraiment rares et les 450 000 € de l'éculizumab pour le syndrome hémolytique urémique atypique. Voilà. Mais là, on a un comparateur qui est relativement bien cerné, c'est l'allogreffe, et les enfants sont suivis. Ce qui est plus acrobatique dans le coût de la thérapie génique, c'est que le prix du vecteur dépend énormément du poids de la personne.
Ce qui veut dire qu'on a intérêt à les traiter très très petits et très très maigres, parce que sinon ça monte vraiment très vite. Mais donc ça fait un scénario de plus, quoi. Mais ça, c'est pas... Enfin, ces maladies-là, donc c'est thalassémie, drépanocytose, jusqu'à présent, c'est pas trop ce qui nous a donné le plus de fil à retordre. Et pour la mucoviscidose avec l'ivacaftor, justement, c'est un autre exemple où on met en balance, je sais pas, 200 à 300 000 euros par an, versus la possibilité d'infection respiratoire, de transplantation pulmonaire. J'imagine que ça doit être horriblement difficile de pouvoir comparer ce qui est difficile à beaucoup d'arguments. Techniquement, c'est pas horrible, parce que, en fait, là aussi, on construit un groupe contrôle. Hein. C'est-à-dire que soit il y a un essai randomisé, mais je ne sais pas si c'est le cas. Ça, j'ai jamais travaillé sur la mucoviscidose. Mais on peut faire ce qu'on a fait pour la drépanocytose là, ou le thalassémie, c'est-à-dire on construit un groupe contrôle, on essaye d'apparier à peu près, et on regarde le suivi. Comme on a le PMSI, on a le chaînage des patients, on a les infections si elles donnent lieu à une hospitalisation. Donc là, le problème techniquement n'est pas insurmontable. Hein. Pour évaluer la recherche en amont, en fait, ou en France, En amont de quoi? en amont d'une innovation. Ah, ben en fait, oui, il y a beaucoup d'études maintenant qui regardent ça dans les projets européens. Alors, le problème, c'est que on a la recherche publique et la recherche privée. Sur la recherche privée, c'est pas très simple d'avoir accès aux données. Sur la recherche publique, oui. Et donc, discipline par discipline, maintenant, justement, les chercheurs s'amusent à regarder le rendement de la recherche. Donc ça, c'est tout ce que fait la RAND, mais d'autres, hein, donc combien de papiers publiés, etc. Parce qu'il est relativement aisé aujourd'hui d'avoir accès au financement public de la recherche. Mais là encore, pour ce qui est des financements de R&D, de l'industrie pharmaceutique, par exemple, on a accès à leur rapport d'activité. On a accès à ce qui est publié dans les rapports d'activité. Mais je ne sais pas à quel point ça recouvre l'ensemble de ce qui est consacré à la recherche. Oui, il y a beaucoup de publications, et la RAND a fait vraiment un gros travail de recherche là-dessus, ça s'appelle Science of Science, et ils ont publié. Oui, public. Oui, je voulais revenir sur le cadran que vous avez appelé Far West, c'est ça? Enfin... Non mais je sais pas, bon, c'est la première fois. Non mais du coup je veux dire que comment on traite ces situations dans lesquelles effectivement une dégradation qui pourrait être relativement mineure et qui permettrait de faire des gains financiers, enfin, très importants, comment on se sort de ces situations alors que là on le présente dans une logique co-efficacité, donc on ne peut pas bien répondre à la question, alors que si on passe sur l'analyse co-avantage où on s'autorise les comparaisons, on voit bien qu'un gain financier très important peut être utilisé ailleurs pour dégager des gains qui pourraient être bien plus importants. Mais faire ça suppose de comparer, enfin d'accepter la comparaison entre les pertes qu'on subit d'un côté et les avantages qu'on peut retirer de l'autre. Alors, je sais que cette question du co-efficacité et co-avantage fait l'objet de débats, mais j'ai envie de dire si on reste dans ce cadre-là, comment on répond à ce paradoxe qui voudrait qu'au nom de considérations finalement morales, on s'interdit, on met un espèce de blackout sur ce cadran, alors que peut-être que du point de vue de la collectivité, il y a peut-être des enjeux importants pour que les gains dégagés par des innovations importantes puissent permettre de faire d'autres choses compte tenu des contraintes qu'on a sur les budgets publics aujourd'hui. Je voudrais déjà dire que
la paternité de l'appellation Far West, c'est Jean-Claude, je l'avais mentionné tout à l'heure. C'est pendant une séance de travail un peu intense qu'on a eue tout récemment sur une réponse à un appel à projet européen pour lequel on a proposé avec Isabelle justement à trois de travailler sur ce cadran entre autres choses. Et je pense que l'objectif c'est vraiment d'essayer d'aller plus loin, en lien bien sûr avec les travaux qui sont menés dans Crashers Economics et avec toi et avec Daniel sur la relation qui existe entre la valeur statistique de la vie humaine et puis les qualis. Donc tout ce travail a vocation justement à éclairer un petit peu le non-dit. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Far West, parce que quelque part on ne se permet pas d'y aller. Ou en tout cas, si on y va pas feutré et on n'est pas fier et on ne le dit pas. On l'a fait à la HAS sur un tout petit dossier sur lequel effectivement on s'est permis d'imaginer que dans le cas d'un médicament que je ne citerai pas et qui donnait pour une petite partie de la population, je pense que tu étais encore à la commission à cette époque-là, une toux, mais qui était très rapidement réglée par le fait de basculer sur la molécule la plus chère. Et qu'on ne donnait pas donc en première instance, eh bien ce travail on l'a fait une fois, mais on l'a fait sans le dire, quelque part. Et donc l'objectif ici, c'est vraiment d'être beaucoup plus explicite et de faire des comparaisons entre les pays sur la willingness, non pas to pay, mais en tout cas à accepter des arbitrages très différents d'un pays à l'autre, peut-être d'un domaine à l'autre, et d'essayer de documenter les conditions sous lesquelles on peut aller dans ce Far West sans pour autant y perdre la vie. Donc c'est en tout cas l'appellation du Work Package, je ne sais pas si on voudra l'appeler comme ça, mais les Anglais ont beaucoup d'humour, donc avec un peu de chance, il y aura un Work Package qui s'appellera comme ça plutôt que le titre moins intéressant qu'on lui a trouvé. Et donc c'est vraiment si on obtient ce financement pour le Work Package européen, ce sera vraiment le domaine dans lequel on essaiera de travailler. Juste, effectivement, en français ça, je ne vous ai pas passé la diapo parce que Lisa va bien montrer le cadran, mais donc il y a un article qui a été publié en 2009 dans Annals of Internal Medicine qui a comme titre Almost as good and less expensive and cheaper. Et c'était une étude sur les radiothérapies hyperfractionnées versus fractionnées. Et donc qui faisait un plaidoyer pour les choses qui sont incrementally cost effective. Et dans PubMed, quand vous avez l'article, vous pouvez voir combien de fois il a été cité lui. Et en fait, jamais pratiquement. C'est-à-dire c'est vraiment l'article maudit. Vous savez, dont personne ne veut jamais entendre parler. Donc c'est effectivement, depuis 2009, c'est resté un sujet extrêmement épineux. Voilà. Le cactus du Far West. Je pense que c'est le mot de la fin, donc c'est l'heure. Donc j'avais tendance à dire qu'on s'arrête là. Donc on a trouvé notre article maudit dans le Far West. On vous remercie beaucoup de votre attention.